Pôle emploi, faut-il valoriser les compétences plus que les diplômes? Fin du monde en 2012, l'arche de Noé pour les gogos s'appelle Bugarache. Et enfin, Clo-Clo, vu de Toulouse, son ex-batteur nous en parle. Des demandeurs d'emploi jugés sur leur capacité d'adaptation ou leur aisance relationnelle et non sur leur diplôme, c'est la méthode de recrutement par simulation présentée hier par Pôle emploi. On juge les gens sur leur capacité immédiate et non pas du tout sur leur curriculum vitae, sur leur adresse, sur leur sexe. C'est très intéressant pour le service public national parce que nous créons un dispositif de confiance très intime avec les entreprises. Enfin, c'est intéressant aussi pour les recruteurs parce que le système va vite, parce que le système est assez sécurisé puisqu'on a bien testé les personnes et parce que c'est un service public gratuit à l'égard des recruteurs. L'objectif de Pôle emploi est d'optimiser le placement des demandeurs d'emploi dans les domaines qui recrutent. C'est de faire en sorte que les demandeurs d'emploi qui n'ont pas obligatoirement une formation diplômante puissent intégrer des entreprises pour lesquelles il y a des besoins. Et aujourd'hui, l'industrie fait partie des métiers pour lesquels nous utilisons la méthode de recrutement par simulation. Et Pôle emploi souhaite ainsi réaliser sur 2012 2000 embauches sur la région Midi-Pyrénées. À Basso-Cambo, c'est l'emploi qui vient à vous. Abdelaziz Hamidi l'a d'ailleurs bien compris. Cet après-midi, cet étudiant en master informatique et télécommunications s'est rendu dans le centre commercial de son quartier. Objectif, trouver un emploi en alternance avec sa formation qu'il effectue à l'université Paul Sabatier. Car jusqu'à maintenant, le manque d'expérience d'Abdelaziz ne lui a pas permis d'accéder au marché du travail. J'ai 5 ans d'études de supérieur, mais tout ça c'est en théorique. Et quelques stages, donc je cherche de faire une formation, donc de faire une alternance avec une société dans le domaine informatique et d'avoir le fonctionnement et le travail au sein d'une entreprise. Mais la situation d'Abdelaziz est loin d'être une exception. Dans ce quartier, frappé de plein fouet par la crise, l'emploi et la formation semblent être au point mort. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'association des commerçants a relancé ce forum en se plaçant au plus près des habitants. Pour nous, c'est une manière d'aller vers le public, d'aller vers les gens dans les quartiers et leur montrer qu'il existe une offre de formation qualifiante pour les adultes, pour les demandeurs d'emploi, qu'ils ne sont pas exclus de l'univers de la formation professionnelle. Et pour nous, cette démarche, c'est vraiment aller à leur rencontre dans leur quartier pour leur montrer ce qu'on fait, ce qu'on peut faire et quelles sont les possibilités qui leur sont offertes. Pour l'heure, peu de demandeurs se sont rendus au forum. Pourtant, les offres ne manquent pas et les Toulousains ont donc jusqu'à demain, jeudi, pour peut-être trouver leur voie professionnelle. En Midi-Pyrénées, l'industrie est un secteur clé pour l'économie. 1800 entreprises et plus de 80 000 salariés y travaillent. La Fédération professionnelle régionale souhaite montrer l'importance économique de l'industrie. L'IUMM Midi-Pyrénées ouvrira donc le 22 mars 2012 son village de l'industrie, place du Capitole, pendant 2 jours et demi pour informer sur les débouchés et présenter les centaines d'offres d'emploi disponibles sur la région. Le besoin en recrutement vient d'être estimé à 9 000 emplois dans les 2 prochaines années dans le cadre des réunions préparatoires du Grenelle de l'emploi industriel en Midi-Pyrénées. Suite des plaidoiries de la défense aujourd'hui au procès en appel de l'explosion d'AZF, maître Mauricia Courégé, avocate de Serge Bichelin, directeur de l'usine et de Grande Paroisse, a tenté de démontrer l'absence absolue de preuves dans le dossier. Elle a notamment ironisé sur les spéculations de la partie adverse quant à la dissimulation de preuves, comme la soi-disant disparition de la benne et celle de certains sacs de dérivés chlorés. L'avocate a alors rappelé que le délit d'entrave avait déjà été jugé et avait conduit à un non-lieu. Les plaidoiries de la défense se termineront demain soir. La caravane de la sécurité routière faisait étape cet après-midi dans la ville rose. Face aux chiffres accablants, les Toulousaines étaient invités à sauver leur homme en signant le manifeste des femmes pour une route plus sûre.
Aller à Bugarache pour se préserver de la fin du monde, c'était probablement le but d'une personne dont on a retrouvé le squelette vendredi près de la commune de La Grasse. Dans un sac à dos retrouvé non loin des ossements qui auraient pu lui appartenir, il y avait un passeport, 17 000 € et des documents sur Bugarache. Il pourrait s'agir de Marc Bonfils, âgé de 57 ans, qui a disparu depuis quelques mois en Dordogne. On attend l'examen des éléments du squelette pour confirmer l'identité en comparant l'ADN avec celui de son père qui a été entendu hier par les gendarmes. Les causes de sa mort restent également à déterminer. Bugarache, c'est un village, mais surtout un pic, entouré de mystères. Bien avant de faire l'actualité autour de l'apocalypse, ce gros caillou est bien connu des passionnés d'ovnis. On dit qu'il serait creux et abriterait un garage à soucoupe volante. Sur Internet, les témoignages et les sites se multiplient. Et que ce soit sur la toile ou sur les chemins au pied du Bugarache, chacun y va de sa théorie. La grande histoire, c'est qu'il y aurait un engin qui serait venu d'ailleurs et il s'est dématérialisé, rematerialisé dans une grande caverne là-dessous, quoi. Puis il est là. Des croyances que ne partagent pas la plupart des habitants de Bugarache. Ça nous amusait de même terrain. Mais s'il y en a un que tout ça amuse, c'est monsieur le maire. Les aliens sont un coup de pub inespéré pour son village. Commercialement parlant, ça se vend bien. Allez, accroche-toi aux arbres, ce qui va se passer, ça va être terrible. Ah non de Dieu. Et de toute façon, on dit pas tout, nous. On va pas tout vous dire d'un coup. Hein. Et il faut garder du suspense pour les années après 2012, parce que qu'est-ce qu'on fait après 2012? On n'existe plus. Hein. Alors Mais Bugarache n'a pas fini de voir arriver la fin du monde. Selon des scientifiques, l'échéance du calendrier Maya serait pour 2220. Le succès du village est encore assuré pour quelque temps. Michel Lopez a été l'un des tout derniers batteurs de Claude François. Après avoir accompagné Claude Nougaro et Michel Leb, aujourd'hui il a une école de musique à Toulouse. Bien que Clo-Clo n'évoque pas grand-chose à ses élèves, côté gestuel, le style a l'air de passer. Non, je n'en ai jamais entendu parler. Les lundis au soleil, surtout, qui me rappellent des bons souvenirs. Michel Lopez a fait une dizaine de galas avec l'Idole en 78. Il fallait être concentré, les musiciens jouaient sur clic et sur la voix de Clo-Clo qui, lui, la plupart du temps, ne chantait pas. Bien souvent, on jouait sur son playback. Et à l'époque, il n'y avait pas les micros, cravates, ni rien du tout. Et donc, c'était assez intéressant de pouvoir le suivre aussi. C'était assez bizarre. Autre souvenir, les maquettes réalisées pour le chanteur. Les musiciens ne connaissaient ni la mélodie ni les arrangements. Une volonté d'efficacité rythmique pour Claude François. Là, c'était le tempo rigoureux et sans fioriture, sans rien. Ça fait qu'en fait, ça nous a fait beaucoup de bien sur un plan artistique et professionnel de pouvoir tenir un tempo très rigoureux sans même trop savoir sur quel thème ça allait se passer. Michel Lopez a notamment joué sur Magnolia Forever sans savoir ce qu'elle deviendrait.